Bonjour, je m'appelle Marie. J'ai 13 ans. En soi, c'est typique de moi. 12 ans est encore très enfantin, alors que 14 ans est déjà adolescent. 13 n'est en fait rien. Je ne suis pas blonde, je ne suis pas brune, je ne suis pas particulièrement intelligente ou drôle. Rien de moi n'est spécial. Je suis une souris grise et ennuyeuse. Tout le monde dans ma famille se distingue. Mon père est méga athlétique et court marathon après marathon. Ma mère est un médecin très populaire qui est constamment sollicité par des patients. Même mon petit frère, avec son charme insolent et son esprit vif, se distingue immédiatement. Seulement moi, je suis juste ennuyeuse et médiocre. Je ne m'en suis rendu compte que lorsque ma meilleure amie, Lia, est partie au Canada dans le cadre d'un échange scolaire. Lia vit à seulement 2 maisons de chez moi. Nous sommes amies depuis toujours. Nous allons à l'école ensemble tous les jours et nous sommes assises l'une à côté de l'autre dès le premier jour d'école. Ma crise a commencé quand Lia est partie au Canada sans moi. Je voulais vraiment y aller, mais mes parents ne me le permettaient pas. Je ne sais pas si Lia est spéciale pour les autres. Elle l'est certainement pour moi. C'est la personne la plus gentille que je connaisse. Avec elle, je ne me suis jamais sentie aussi mal, aussi insignifiante. Soudain, le siège à côté de moi dans le bus et à l'école était vide. Et j'étais juste grise. Même quand je regardais dans le miroir, je n'avais plus rien à faire avec moi-même. Les films que je regardais habituellement avec Lia ne m'intéressaient pas quand j'étais seule. Quand j'allais au cinéma ou au patin à glace avec les autres, je me sentais superflue. Souvent, je pensais que ça ne leur manquerait pas si je n'étais pas là. Ou peut-être même qu'ils ne le remarqueraient pas. Plus j'y pensais, plus j'étais convaincue que je n'étais qu'un moins que rien dans ma classe qui ne savait rien faire. Tous les autres ont quelque chose de spécial. Alex, par exemple, il est si drôle, il fait toujours rire tout le monde. Il peut vraiment trouver une blague dans n'importe quelle situation, même lorsqu'il a une mauvaise note. Il est toujours de bonne humeur. Ou Clara, qui semble aussi fragile et délicate qu'un elfe. Bien sûr, elle danse le ballet et se déplace comme si elle flottait. Les garçons rougissent rien qu'en la regardant. Tout le monde le remarque quand elle ne vient pas à l'école un jour. Et tout le monde se bouscule pour lui apporter ses devoirs. Très différente de ce qui m'est arrivé la semaine dernière. J'étais malade et personne n'a pensé à m'apporter mes devoirs. J'ai donc appelé Sophie, qui est assise 2 rangs devant moi, pour parler des devoirs. Étonnée, elle m'a demandé « Tu n'étais pas là aujourd'hui ?» Elle n'avait pas remarqué, et la plupart des autres ne l'avaient probablement pas fait non plus. Je me suis demandé si je pouvais être aussi cool que Ben. Une tenue décontractée et le fait de ne pas prononcer plus de 3 mots à la fois, je devrais pouvoir m'en sortir, me suis-je dit. La plupart du temps, il dit des choses comme « C'est vrai ?» ou « Pas à moi ». Mais en fin de compte, je savais que je n'oserais pas entrer dans la classe avec une tenue aussi voyante. Je pensais que si j'étudiais jour et nuit, je pourrais devenir aussi intelligent qu'Eric. Il sait juste tout. Quand toute la classe gémit en chimie, il se réchauffe vraiment. Lorsqu'il s'agit de probabilité, il est le seul à se porter volontaire et il connaît probablement toutes les rivières, villes et montagnes du monde. Après 2 semaines de bachotage, j'avais des cernes sous les yeux. J'ai réalisé que je ne parviendrais jamais à devenir aussi intelligente qu'Eric. Ensuite, je me suis demandé que devrais-je faire pour devenir une fille aussi extraordinaire qu'Alessia. Ses grands yeux sombres semblent si mystérieux. Elle a le style qui va avec. Cela semble inné chez elle. Elle n'a jamais de peluche sur sa chemise ou d'ongles arrachés. Même après le cours d'art, elle n'a pas de peinture sur les mains. J'ai dû rapidement me rendre à l'évidence. Peu importe ce que je fais, je ne serai jamais comme ça. Juste avant les vacances, ma tante est venue nous garder, moi et mon petit frère. Mes parents sont allés à une convention médicale ce week-end-là. Je pouvais, lentement, faire quelque chose de moi-même. Comme je n'ai pas protesté vigoureusement, elle a commencé ce qu'elle a appelé un relooking. Elle a fait une raie dans mes cheveux, me les a séchés et m'a maquillée. Quand elle a eu fini, elle a dit « Maintenant, tu peux te regarder dans le miroir ». J'étais horrifiée et je me reconnaissais à peine. Il n'y a pas moyen que j'aille à l'école comme ça. Je ressemblais à mon propre professeur. Ensuite, je suis allée au camp d'été sans Lia pour la première fois pendant les vacances.
Comme personne ne me connaissait là-bas, j'avais imaginé un plan. Je voulais me démarquer et ne pas être dépassée. J'ai acheté une paire de lunettes de soleil et quelques autres choses pour pimenter ma tenue. J'étais déterminée à être au moins vraiment cool au camp et aussi un peu mystérieuse. Pour cela, je me suis entraînée devant le miroir à la maison et j'ai mémorisé quelques dictons de Ben. C'était l'enfer! Personne ne me trouvait cool ou mystérieuse. Je crois qu'ils ont juste pensé que j'étais stupide et prétentieuse. Les phrases de Ben comme « on s'en fout » ou « quoi de neuf » me valent au mieux des regards bizarres et personne n'a envie de faire quoi que ce soit avec moi. J'étais la dernière à être choisie dans une équipe de sport et personne ne s'asseyait à côté de moi au dîner. Ça s'est encore amélioré quand, au bout d'une semaine, j'ai docilement laissé tomber les lunettes de soleil et les slogans. Pourtant, ils n'avaient plus vraiment confiance en moi. C'était définitivement le pire camp d'été de ma vie. Quand l'école a repris après les vacances, Max de ma classe parallèle s'est assis à côté de moi dans le bus. Parce que le siège à côté de moi était le seul libre dans le bus. Il m'a demandé où était mon ami et nous avons parlé de nos parents, de nos frères et sœurs, et de nos amis et du fait qu'ils sont tous des gars spéciaux. Après cela, nous nous sommes assis ensemble dans le bus tous les jours et je me suis sentie moins seule et moins grise. Je me suis demandé si Max avait quelque chose de spécial. Il n'était pas aussi intelligent qu'Eric, pas aussi drôle qu'Alex, pas aussi cool que Ben et pas aussi intéressant et mystérieux qu'Alessia. Mais il était plutôt sympa. Je passais toujours beaucoup de temps seule, mais je ne me sentais pas aussi mal. Quand j'ai fait quelque chose avec certains de ma classe, je pensais toujours qu'ils étaient juste plus intéressants que moi. Mais je n'étais plus aussi distante d'eux. Après tout, ils n'y pouvaient rien si tout en moi était médiocre. Lia m'a manqué. Je ne pouvais parler à personne de ce que je ressentais. Même pas avec elle quand on se parlait au téléphone, elle était juste trop loin pour ça. Ma mère m'a encore demandé ce qui n'allait pas chez moi. Je ne pouvais pas et ne voulais pas lui dire quoi que ce soit sur mes pensées. Elle pensait que Lia me manquait, et c'était le cas. Je l'ai laissé croire que c'était la seule raison pour laquelle j'étais de mauvaise humeur. Comment était-elle censée comprendre ce qui me manquait? Elle était exceptionnellement intelligente, gentille et athlétique, même lorsqu'elle était enfant. Pour me réconforter, elle m'a dit qu'il ne restait que 10 jours avant le retour de Lia. Puis finalement, Lia est revenue du Canada, m'a appelée et m'a demandé ce qui se passait réellement avec moi et pourquoi j'avais été si loin de tout contact. Elle est venue et je lui ai parlé de ma crise et du fait que je ne vois rien de spécial chez moi et que je me sens mal. Lia m'a dit à quel point elle m'appréciait et combien Alex le bruyant et Clara la sensible l'énervaient. Elle m'a dit « Tu es la seule personne à qui je peux parler normalement de tout. Tu ne te mets pas en avant tout le temps. Tout n'a pas besoin d'être cool ou drôle avec toi. Tu es ma meilleure amie à cause de ce que tu es. » Je me sentais mieux et je voulais tout savoir sur son séjour au Canada. La fois suivante où Max et moi étions seuls ensemble dans le bus parce que Lia était chez le médecin, je lui ai parlé de ma conversation avec Lia. Il a ri et a dit qu'il se sentait comme ça assez souvent. Et comment il se sent parfois à côté de gars qui sont super athlétiques, incroyablement drôles ou cool. Qu'il préfère être avec des gens qui lui ressemblent. « Toi aussi », a-t-il dit. « Et je peux juste te parler beaucoup mieux. Pas seulement des conversations interminables sur le sport ou juste des remarques cool comme je le fais avec certains de ma classe. » Entre-temps, Lia, Max et moi sommes de bons amis. Nous parlions souvent d'être spéciaux et de ce que nous deviendrions un jour. Nous faisons beaucoup de choses ensemble et nous nous encourageons mutuellement à faire des choses inhabituelles. Mais à chaque fois, nous nous demandons si nous le voulons vraiment ou si nous espérons simplement que cela nous rendra spéciaux. Parfois, nous sortons pour manger une glace et nous gardons un œil sur les personnes spéciales. Une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, ça doit être épuisant d'être si spécial tout le temps. Salut les amis, je m'appelle Romane et voici Gaëlle. On est allés au même lycée. On était de bonnes amies et on se voyait tout le temps. On allait l'une chez l'autre après l'école. Nos familles étaient toutes les deux aisées. On allait faire du shopping le week-end et on s'achetait des cadeaux. Et on allait en vacances ensemble. La famille de Gaëlle est toujours très riche. Mais malheureusement, mon père a fait faillite.
Il a dû vendre tout ce que nous possédions pour rembourser sa dette. On avait une belle maison. On a dû la vendre et déménager dans un petit appartement à la place. Gaëlle est venue nous voir une semaine plus tard. Quand je lui montrai l'appartement, elle regardait autour d'elle sans rien dire. Elle a fini par dire « Tu as dit que l'appartement était petit, mais il est minuscule !»« Je pense que ma chambre est plus grande que tout l'appartement », a-t-elle dit. J'ai remarqué le regard condescendant sur son visage, mais je me suis dit « Mais non, je dois l'imaginer ». Puis elle m'a dit « Vous avez loué cet endroit en meublé ? Tout a l'air si vieux, et rien ne va ensemble. » C'est là que j'ai su que je n'avais pas tort. Elle me regardait de haut. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. C'est vrai, nous n'étions plus riches. Mais j'étais toujours la même personne. Quelle différence cela faisait-il pour elle que je sois riche ou pauvre? Dans ma chambre, je lui ai proposé de s'asseoir sur le lit. Je lui ai dit « Je vais nous chercher quelque chose à boire ». Gaëlle a regardé le lit. Elle a épousseté l'endroit où elle allait s'asseoir comme s'il était sale. Elle avait l'air dégoûtée. « Tu es sûre que tu seras capable de vivre dans un endroit comme ça ? Je serais tellement en colère contre mon père si j'étais toi, a-t-elle dit. Pourquoi serais-je fâchée contre mon père? Il a tout fait pour que j'ai une vie géniale jusqu'à présent. Ce serait injuste de le blâmer pour des choses qui ne sont pas de sa faute. Ça pourrait arriver à n'importe qui, même à toi, ai-je dit. Gaëlle a dit, je ne comprends pas pourquoi tu protèges ton père. Ne le prends pas mal, mais mon père n'est pas un raté comme le tien. Je ne pense pas qu'il me mettra un jour dans une telle situation. C'en était trop. J'ai dit, Gaëlle, fais attention à ce que tu dis. Tu ne peux pas parler de mon père comme ça. C'est vraiment quelqu'un de bien. Gaëlle est partie peu après. Le lendemain, j'ai été surprise quand elle est venue me voir à l'école. Elle m'a dit « Romane, je suis désolée. Tu es ma meilleure amie. J'ai dit ces choses hier seulement parce que je tiens à toi. » Je lui ai pardonné parce que je pensais qu'elle avait compris son erreur. Mais j'allais bientôt découvrir que j'avais tort et qu'une fois de plus, Gaëlle allait me décevoir. Ce soir-là, ma mère et moi étions en train de préparer le dîner dans la cuisine. Mon père est rentré à la maison. Il nous a embrassés, ma mère et moi. À cette époque, il avait 2 boulots. Il quittait son travail de jour et rentrait à la maison. Il dînait avec nous. Puis, il allait à son 2e travail. Ces 2 boulots étaient loin de la maison, mais très proches l'un de l'autre. Je lui ai dit « Papa, tu viens à la maison juste pour dîner? Pourquoi tu ne prends pas quelque chose à ton travail ?» Il m'a répondu « Je ne rentre pas à la maison juste pour manger. Je rentre à la maison pour manger avec vous, avec ma famille. » Ma mère a dit « Chérie, tu es si fatiguée. On peut s'en sortir même si tu n'as qu'un seul travail. » Et il a dit en me regardant « Je veux que Romane aille dans une bonne université. Alors j'ai un poste pour toute la famille et un autre pour ma fille. » Quand on l'a entendu dire ça, ma mère et moi étions si émus. Le lendemain, on avait un contrôle de maths. Gaëlle est venue me voir. Ses yeux étaient si gonflés parce qu'elle avait passé une nuit blanche. Ça me faisait de la peine de la voir comme ça. « Tes notes sont déjà si bonnes. Pourquoi tu te donnes tant de mal ?» lui ai-je demandé. Gaëlle a souri. « J'ai décidé de devenir major de promotion, a-t-elle dit. Meuf, je n'arrive pas à croire à quel point tu es motivée. Si tu y arrives, tu devrais écrire un discours et tout ça. Tu veux faire tout ça ?» Gaëlle était si excitée. C'est exactement pour ça que je veux être la major de promo. Imagine, je fais un discours inspirant et je remercie mon père, et il est incapable de retenir ses larmes et se met à pleurer. Ce serait pas incroyable, a-t-elle dit. Je comprenais pourquoi Gaëlle voulait faire ça. Ses parents ont divorcé quand elle était bébé. Malheureusement, sa mère a laissé Gaëlle et a disparu. Personne ne sait où elle est maintenant. Elle détestait sa mère pour l'avoir abandonnée. Son père était tout pour elle. Elle voulait rendre son père fier en obtenant son diplôme de major de promo et en lui dédiant son discours. Comme je savais qu'elle était capable de faire tout ce qu'elle voulait, j'étais sûre qu'elle y arriverait. Après notre contrôle, Gaëlle a déclaré « Cette semaine a été très intense. Et si on faisait une soirée pyjama chez moi? J'inviterai aussi des amis de mon ancienne école. » « Ce serait vraiment cool, on pourra s'amuser, lui ai-je répondu. Quand je suis allée chez Gaëlle le samedi, j'ai vu qu'elle avait invité 2 autres amis. Je ne les avais jamais rencontrés. Comme à chaque soirée pyjama, on discutait autour d'un verre de lait et des cookies avant d'aller au lit. Gaëlle m'a regardée et m'a dit « Romane, je sais que tu pourrais le prendre mal, mais je veux demander à Jasmine et Mélissa leur avis à ce sujet pour ton bien. » Je n'étais pas sûre de ce dont Gaëlle parlait. Elle s'est tournée vers les autres filles. « Imaginez, vous vous réveillez demain matin et votre père vous dit « On a perdu tout notre argent. On va déménager dans un petit appartement avec des meubles usagés. »
Vous lui diriez « Cher papa, c'est une super nouvelle! Allons-y, déménageons !» Ou bien vous en voudriez à votre père. J'étais déconcertée. Pourquoi Gaëlle parlait-elle de ça? Et pourquoi je parlerais de ma vie privée avec des gens que je venais de rencontrer? Avant que les filles ne puissent répondre, j'ai dit « Gaëlle, tu dépasses les bornes. Pourquoi ça te dérange autant ?» Elle m'a répondu « Parce que tu dois accepter que j'ai raison. Ça me rend triste de te voir vivre pauvre. Ton père en est responsable, mais tu ne veux pas ouvrir les yeux et tu le protèges quand même. » Je me suis relevée. « Gaëlle, tu peux m'appeler un taxi? Je veux rentrer chez moi. » ai-je dit. Gaëlle m'a répondu avec condescendance. « Bien sûr, je vais t'appeler un taxi, mais tu as de l'argent pour le payer ?» Alors je me suis levée et je suis partie. Notre amitié avec Gaëlle s'est terminée cette nuit-là. Même si j'étais triste, je ne pouvais rien y faire. C'est elle qui est allée trop loin. Après ça, on a arrêté de se parler. De toute façon, je devais beaucoup étudier. On étudiait beaucoup toutes les deux. Comme je m'y attendais, Gaëlle a été diplômée comme major de promotion. Nous n'étions plus amies, mais j'étais toujours heureuse pour elle. Et j'étais aussi curieuse de connaître son discours de fin d'études. Enfin, le jour de la remise des diplômes est arrivé. La cérémonie a eu lieu sur le terrain de football de l'école. Nous, les étudiants, étions d'un côté en chapeau et en robe. Les familles étaient assises séparément. Il y avait une scène et un podium. D'abord, notre directeur a parlé, puis quelques professeurs. Ensuite, c'était l'heure du discours du major de promo. Le nom de Gaëlle a été annoncé. Elle était très distraite pendant qu'elle recevait son prix. Elle regardait tout le temps autour d'elle, et elle n'avait pas l'air heureuse du tout. Gaëlle est montée sur le podium pour prononcer son discours. Elle était en train de lire le discours qu'elle avait préparé. Comme je l'avais deviné, elle a commencé par mentionner son père dans la première phrase. Elle a dit qu'elle l'aimait beaucoup et qu'elle lui devait tout son succès. Mais pour une raison que j'ignorais, elle n'était pas du tout passionnée. On aurait dit qu'elle voulait juste terminer le discours et descendre du podium. Soudain, elle a cessé de parler et des larmes ont coulé de ses yeux. Quand elle a recommencé à parler, elle ne lisait plus ses cartes. « J'ai écrit ce discours il y a des mois, mais je ne veux pas le continuer. Parce que mon père, à qui j'ai dédié ce discours, n'est pas là en ce moment. Vous savez pourquoi? Il a une réunion importante au travail. Je lui ai dit que ce jour était vraiment important et qu'il devait venir quoi qu'il arrive. Et il m'a dit « Je viendrai à la remise des diplômes de ton université. Le lycée, ce n'est pas si important. » Quand j'ai insisté, il m'a dit « C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Je dois assister à cette réunion. N'en fais pas tout un plat. Je vais t'offrir un cadeau de fin d'études très cher. » Mais le seul cadeau de diplôme que je veux, c'est mon père. Et il ne s'en rend pas compte. En fait, il ne s'en est jamais rendu compte. Mon père a toujours pensé que les cadeaux qu'il m'offrait étaient suffisants. Gaëlle est descendue du podium après avoir dit ça. On était tous choqués. Je ne pouvais pas rester assise sans rien faire, alors je suis allée la chercher. Je l'ai trouvée assise sous un arbre et en train de pleurer. Je me suis assise à côté d'elle. Elle a levé les yeux. Quand elle m'a vue, elle m'a serrée dans ses bras et s'est mise à sangloter encore plus fort. « Romane, j'étais tellement jalouse de ta relation avec ton père. C'est pour ça que je voulais que tu blâmes ton père. Parce que j'étais si jalouse de la façon dont il t'aimait et tenait à sa famille. Je suis une mauvaise personne. J'ai essayé de détruire ta relation avec ton père. » L'entendre de sa bouche m'a choquée, mais je la comprenais quand même. Gaëlle était quelqu'un qui n'avait jamais reçu d'amour de ses parents. C'est pourquoi il était normal qu'elle soit jalouse de moi. Peut-être que si j'étais à sa place, je ressentirais la même chose. Je l'ai serrée dans mes bras. Oui, elle avait essayé de me faire du mal, mais elle n'avait pas réussi. Parce qu'elle n'avait pas pu saisir à quel point le lien entre mon père et moi était fort. Et que personne ne pouvait le détruire.